Bienvenue sur Radio Gentrification. Là, vous écoutez les alentours des rues du marché de la Boqueria, dans le centre historique du quartier Raval à Barcelone. Il est 7h du matin. Les travailleurs du marché s'apprêtent à préparer tout pour une journée de mouvement et tourisme. Seulement 1633 mètres séparent ce marché de la rue Conseil de Cent. Écoutez là aussi. Cette rue est une des premières à être transformée lors du projet Superillas, qui envisage la transformation de plusieurs îlots en zones piétonnes ou semi-piétonnes. Écoutez maintenant cette rue après le projet abouti. La notion de gentrification apparut en 1960, utilisée par la sociologue allemande Ruth Glass à Londres. Dans Aspects of Change, elle raconte ce sentiment de reconnaissance et en même temps d'étrangeté qui lui procure une même ville. At any hour, London in 1963 showed the juxtaposition of new and old, both in the fabric and in the structure of society. London can never be taken for granted. The city is too vast, too complex, too contrary, and too moody to become entirely familiar. Comment reconnaître un agent gentrificateur ? Cela nécessite de familiarité, de mémoire, de temps, d'attention. Il faut un certain saisissement de la ville. Ruth Glass nous décrit la gentrification alors comme un processus d'abord suburbanisant, qui expulse la population loin de l'urbanité vers un espace qui est suburbain. On n'a pas encore pensé l'espace urbain, d'où l'espace de ségrégation dans lequel on disperse les populations avec ou sans leur complicité, mais ce n'est pas seulement parce qu'on veut les disperser. Parce qu'on ne sait pas comment. Mais on ne sait pas non plus comment s'y prendre pour les rassembler, pour ne pas les projeter sur le terrain, les uns en dehors des autres, complètement dissocier tous les éléments de la société, de la vie sociale. La particularité de Barcelone est sans doute la planification de l'espace suburbain. Ildefonso Cerdà, un architecte et urbaniste, propose un projet qui se traduit littéralement par extension, ensanche, en catalan, Eixample. De ce nom se connaîtront aujourd'hui les 7,48 km² qui composent le quartier. La ville pensée par Ildefonso est une ville qui croît mais qui reste connectée, reliée. Il y a la volonté d'une continuité spatiale. Y me convencí desde luego, después de echar una rápida ojeada sobre esos grandes centros de población, estos por su organismo. Les nouvelles villes, avec leurs grands foyers de population, sont le produit d'une autre civilisation, presque entièrement passive. Elles doivent surmonter les difficultés et les obstacles qui entravent le nouveau résident, qui exige plus d'espace, plus d'amplitude, plus de liberté pour le déploiement expansif du mouvement inusité et de l'activité fébrile qui le distingue. La nouvelle civilisation, qui a pour caractère distinctif le mouvement et la communication, s'érige en modèle face à nos anciennes villes, où tout est restreint et limité. L'objectif de Ildefonso Cerdà était alors de créer une ville égalitaire, fonctionnelle et verte, où chaque habitant aurait accès à la lumière, à l'air pur et aux espaces publics. Et surtout, au droit de pouvoir se déplacer. Il faut revenir aux enregistrements sonores du début de l'émission. On a une comparaison entre un espace au centre-ville, fréquenté par des nombreux visitants, et une rue exemplaire de ce qui a été un espace pensé pour l'homme nouveau. Pourtant, le quartier de l'Eixample, d'abord espace intégrant, aujourd'hui est absorbé déjà par les dynamiques de surfréquentation. Et c'est pour cela qu'il redevient cible d'un nouvel effort de transformation. Les Superillas à l'Eixample, ce projet pour l'ensemble des habitants,
semble surtout profiter aux populations les plus aisées, revitalisant un espace qui finit par accueillir une nouvelle population, souvent plus fortunée, au détriment de celles qui y vivaient auparavant. Les super-îles apparaissent comme un bel effort, mais suffiront-elles à réparer les fractures sociales ou se consolideront-elles, comme l'explique le géographe David Harvey, comme une tendance des villes modernes à servir les intérêts des élites tout en donnant l'illusion d'un progrès pour tous? On présente aujourd'hui l'épisode La gentrification d'un peuple, qui sera le suivant? La gentrification rurale en Catalogne, c'est un véritable cas d'école. D'abord parce que la situation géographique de la Catalogne en fait un lieu propice à la gentrification touristique et néo-rurale. Il y a d'abord la frontière avec la France au nord, la côte méditerranéenne à l'est, les Pyrénées et les plaines cultivées dans l'aire d'attraction de grands centres urbains comme Barcelone et Gérone. À noter, 6 des 10 petites communes avec les revenus les plus élevés en Espagne sont situées dans la province de Barcelone. Un autre facteur, ce sont les paysages, des petits villages de pêcheurs comme Sitges ou Cadaqués. Un village dont Dali aurait scellé le destin en s'y installant, du moins c'est ce qu'en dit l'écrivain Josep Pla. Et les peintres, ils ne sont pas les seuls à promouvoir ces paysages. Je me souviens que, en allant à l'université, je voyais dans le S2 des affiches qui mettaient en scène un parapente au-dessus des montagnes vertes et des forêts. Ces affiches elles sont placées de façon stratégique dans les transports en commun, en partie souterrains dans l'agglomération de Barcelone. Mais la gentrification rurale, elle va contribuer à la transformation du paysage avec la rénovation de constructions de logements modernes ou avec un aspect faussement traditionnel. Et les pouvoirs publics et le secteur du tourisme, ils font la promotion d'une ruralité idéalisée, ce qui entraîne la folklorisation de la culture catalane rurale. Et ça, ce n'est pas uniquement le fait du tourisme, puisque la vague néo-rurale entraîne une arrivée de populations urbaines avec de meilleurs revenus. Elles conservent souvent un emploi et un salaire urbain et sont déconnectées de leur territoire habité. La définition des populations néo-rurales fait débat, mais ces débats, ils se résument souvent à décider qui a la légitimité de s'installer à la campagne, avec aussi l'apparition récente de la notion de droit au village. Mais le débat le plus important, il porte sur les résistances à la gentrification. Qui résiste ? Qui sont les gagnants et les perdants de la gentrification et est-ce qu'on peut déterminer différents types de résistance? La question de la propriété du sol bâti, du sol pour dans les villes est aussi importante que la question du sol cultivé. Il faut déjà essayer de casser la dichotomie gentrifieur-gentrifié. Par exemple, est-ce que subir la gentrification, ça peut être une forme de résistance? Car résister à l'éviction, ça participe à la lutte contre le processus de gentrification. Mais il y a aussi la question de toutes les populations originelles. Est-ce qu'elles subissent la gentrification et est-ce qu'elles la subissent de la même manière? Ou est-ce que parmi elles, il pourrait y avoir des gagnants qui arrivent à en tirer profit, en profitant de l'arrivée de clients avec plus de moyens, en utilisant les nouveaux aménagements spatiaux? J'ai parlé des populations originelles, mais en fait cette catégorie aussi, il faut la nuancer parce qu'on ne peut pas déterminer qui était là en premier. Les habitants étant un groupe composé par l'arrivée successive de populations. Dans le cas de la campagne, on remarque plusieurs vagues de gentrification néo-rurale, et donc d'anciens gentrifieurs peuvent devenir gentrifiés à leur tour. Ce qui nous ramène à la question, qui résiste? Souvent ce sont d'anciens gentrifieurs qui ont perdu en niveau de vie, en pouvoir d'achat, en accès aux services, par exemple avec la perte de transport en commun, le désert médical, etc. Dans tous les cas, la capacité à résister à la gentrification elle est inégale parmi les populations locales. Une autre catégorie de résistance se dessine alors. Elle passe par la prise de conscience des gentrifieurs de leur statut, de leur rôle dans la gentrification. En résultent de nombreux guides, d'abord aux États-Unis puis en France, tels que le Petit guide du gentil dégentrificateur, dont des extraits seraient intéressants à commenter. Ce sont donc des initiatives locales par le bas qui ont fait l'objet d'une journée d'études centrée sur le cas de la ville de Marseille. Si les actions ont débuté avec des petits groupes à l'échelle locale, on observe une tendance à la constitution de réseaux, avec l'échange d'outils et de méthodes de résistance. Mais on remarque aussi les limites, avec notamment le guide du gentil dégentrificateur qui montre une vision en fait totalement gentrificatrice avec une fausse remise en question qui est seulement apparente. Et c'est pourquoi les groupes de résistance visent avant tout le changement juridique et institutionnel, ce qui est parfaitement illustré par l'exemple de la 37e édition de l'America's Cup à Barcelone. C'est une compétition internationale de voile, sponsorisée entre autres par Louis Vuitton et une compagnie de yachts, organisée dans différentes villes de la planète. Sur leur site officiel, ils expliquent que The Sailing World has made Barcelona their home. Le monde en question étant tout relatif, puisque la compétition est principalement remportée par les États-Unis, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Ce discours rappelle l'expression citée par les Pinson et Pinson-Charlot, le monde est mon jardin. Aucun équipage espagnol n'y a participé cette année-là, et la description de Barcelone et de ses activités touristiques par les organisateurs, elle est plus représentative des attentes des visiteurs que de la réalité de la ville.